Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule consacrée à la fiscalité en partenariat avec l'Ordre des experts comptables, nous allons parler de la théorie de la rémunération. Alors la théorie de la rémunération, c'est en Belgique tout un historique. En fait, au départ, il y a une tendance à vouloir placer un certain nombre de frais, entre guillemets, privés au sein d'une société dont l'objectif est d'exercer une activité professionnelle. Assez classiquement, c'est l'exemple le plus facile à comprendre, eh bien, la société va se porter acquéreuse d'un immeuble d'habitation qui va ensuite être mis à disposition de son dirigeant principal, de son actionnaire majoritaire, voire unique, qui va l'occuper à des fins privées. Et l'administration, dans un cadre comme celui-là, eh bien, elle a réagi très tôt, en réalité, sur base d'une disposition classique du Code des impôts sur les revenus, consistant à dire, mais puisque vous postulez la déductibilité d'un frais professionnel, eh bien, il faut que vous me démontriez le caractère professionnel de ce frais, ce qui n'est pas le cas de frais qui sont consacrés pour acquérir et conserver un bien privé. La réaction des contribuables à cela était de dire « mais vous vous trompez, messieurs. Vous vous trompez parce que, en réalité, ces dépenses qui sont faites pour acquérir cet immeuble, l'entretenir, n'ont pas du tout un caractère privé en l'espèce. Elles servent en réalité de rémunération. Elles servent à rémunérer mon gérant et le fait qu'il puisse l'occuper à titre privé constitue une rémunération dans son chef et par conséquent, eh bien, ils sont déductibles fiscalement. » Le tremblement de terre en cette matière, il est arrivé en 2016. Il est arrivé en 2016 à la suite de 2 arrêts rendus par la Cour de cassation, le même jour, au terme duquel elle dit « mais en réalité, la question de la déductibilité d'une charge professionnelle tient particulièrement à ce qu'on appelle la condition de finalité ». Cette condition de finalité, c'est de dire, eh bien, il faut vérifier si dans les circonstances concrètes de l'espèce, la charge, c'est-à-dire l'achat de l'immeuble, son amortissement, son entretien, a effectivement été décaissée en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Et au niveau de la Cour de cassation, il y a une chose qui est très claire, une tendance jurisprudentielle, elle l'a répétée à l'envi depuis lors. Il faut vérifier concrètement, au cas par cas, dossier par dossier, que cette condition de finalité est respectée. Et elle dit, ne venez pas me voir avec des grandes théories juridiques, démontrez-moi systématiquement, en fait, que cette condition est respectée. Dans le cadre qui nous occupe, ça veut dire concrètement de pouvoir démontrer qu'il y a réellement des prestations qui justifient qu'une rémunération soit versée aux dirigeants d'entreprise en question. Et à partir de là, il y a 2 tendances dans la jurisprudence qui se sont dessinées. Une qui est critiquable, l'autre qui l'est beaucoup moins. Le paradoxe, j'ai pris 2 arrêts récents pour vous l'illustrer, c'est que la tendance critiquable peut apporter des décisions favorables aux contribuables et la tendance qui l'est moins peut apporter des décisions qui sont défavorables aux contribuables. Le premier arrêt dont j'ai envie de vous parler, c'est un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers. La Cour d'appel d'Anvers, eh bien, elle est amenée, c'est un médecin qui exerce en société, il a un chiffre d'affaires qui augmente et il décide à un moment de faire acheter sa maison privée par la société. La société lui donne immédiatement en occupation privée. Il y a ce qu'on appelle un avantage de toute nature qui est calculé, c'est donc une rémunération dans son chef. Et la Cour considère que ces frais liés à l'immeuble sont effectivement déductibles. Ce qui est critiquable, c'est le raisonnement qui l'amène à cette décision, puisqu'elle va en réalité regarder qu'il y a effectivement une augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire une augmentation des activités, qui justifie une augmentation de la rémunération, ce qui revient à poser un jugement d'opportunité quant à la rémunération qui est effectivement allouée à un gérant, ce qui excède en réalité le pouvoir de l'administration sur biais de l'article 49, qui est la disposition en matière de déductibilité des frais professionnels. À l'inverse, un arrêt de la Cour d'appel de Gand, encore plus récent, qui lui, malheureusement, arrive à une décision défavorable aux contribuables, elle considère qu'à partir du moment où il y a rémunération, il faut qu'il y ait prestation effective et il faut qu'il y ait un lien entre les prestations et la rémunération. Et comment arriver à se créer ce lien? Il faut qu'il y ait, dit la Cour d'appel, effectivement une politique de rémunération avec une documentation de cette rémunération qui permette d'établir qu'il y a effectivement un lien entre les prestations fournies et la rémunération offerte. Et là,
Par contre, eh bien, je ne vois pas ce qu'il y a à critiquer d'un tel arrêt, même si celui-là est malheureusement défavorable aux contribuables. Qu'en retenir? Eh bien, quand vous voulez mettre en place un système de rémunération alternative pour vos dirigeants, il faut impérativement documenter correctement l'opération et donc vous faire accompagner dans ce cadre.